Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Une édition dominée par la campagne présidentielle ici aux États-Unis. À 8 jours du scrutin, la candidate démocrate Kamala Harris et son rival républicain Donald Trump repartent dans les swing states, ces États pivots susceptibles de basculer d'un camp à l'autre. Personne ne peut rester sur la touche, a dit Kamala Harris à ses partisans à Philadelphie hier. Donald Trump s'est lui présenté en sauveur des États-Unis lors d'un meeting à New York. Nous en profiterons pour vous proposer cette semaine les portraits des prétendants. Ce soir, celui de J.D. Vance, candidat républicain à la vice-présidence. Nous verrons aussi comment certains Américains vivant en Somalie suivent cette échéance électorale. Pas question de relâcher la pression pour les deux prétendants à la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump repartent dans les États clés qui décideront de ce scrutin au suffrage universel indirect. La vice-présidente démocrate et son colistier Tim Walz ont prévu de se rendre cette semaine dans les 7 États pivots. La candidate de 60 ans commence ce lundi par le Michigan avec un déplacement axé sur le secteur manufacturier. Personne ne peut rester sur la touche, a dit Kamala Harris à ses partisans à Philadelphie, en Pennsylvanie hier. Les enjeux sont trop importants et nous ne devons pas nous réveiller le lendemain des élections en regrettant ce que nous aurions pu faire, a-t-elle ajouté en évoquant également la situation au Moyen-Orient. Nous l'écoutons. Nous pouvons et nous devons saisir cette opportunité pour mettre fin à cette guerre et ramener les otages chez eux. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour y parvenir. Et nous sommes ici parce que nous nous battons pour notre démocratie. Et nous respectons la voix de tous. Et nous avons un travail à faire dans les 9 prochains jours pour nous battre pour cette démocratie que nous aimons. Donald Trump va lui en Géorgie où il doit s'adresser à une assemblée de pasteurs et de chefs religieux avant de tenir un meeting à Atlanta. Hier, l'ancien président et actuel candidat républicain a pris part à un rassemblement au Madison Square Garden de New York. Son équipe de campagne a dû prendre ses distances avec un humoriste qui a tenu lors de cet événement des propos contre les Portoricains. Dans son allocution, Donald Trump s'est présenté en sauveur des États-Unis. Mardi prochain, vous devez vous mobiliser et dire à Kamala Harris, tu as fait du très mauvais travail, que Joe Biden a fait du très mauvais travail. Vous avez détruit le pays. Nous ne pouvons supporter ça, Kamala. Tu es viré, Kamala. Va-t'en, va-t'en. Tu es viré. Près de 43 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée dans plusieurs États du pays. D'ailleurs, le président Joe Biden, qui pour rappel s'est retiré de la course à la Maison-Blanche, a lui-même voté ce lundi de façon anticipée à Wilmington, dans le Delaware. Les électeurs ici à Washington, D.C. peuvent eux aussi se rendre aux urnes à partir d'aujourd'hui. D'emblée, retrouvons via Skype Alexandrine Rolognon, près d'un bureau de vote. Bonsoir Alex. Bonsoir Jacques, vous l'avez dit, je suis précisément à la bibliothèque du mémorial Martin Luther King, ici à Washington DC. Ce bureau de vote était ouvert depuis 8h30 ce matin. L'ambiance est plutôt bon enfant par ici et depuis ce matin, plusieurs dizaines de personnes ont défilé dans ce bureau de vote. Dès l'entrée du bâtiment, il y a des signes et des pancartes qui précisent « Vote ici ». Et une fois à l'intérieur, les électeurs sont accueillis par un personnel
qui les dirige, qui les guide à travers le dispositif électoral ici dans ce bureau de vote pour qu'ils puissent accomplir leurs devoirs citoyens. Ils s'enregistrent d'abord et ensuite on les dirige vers un isoloir où ils déposent leur vote. Alors depuis ce matin, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite ont défilé par ici. Une foule vient encore d'entrer et le vote se poursuit. Alors, une chose que j'aimerais bien préciser, ceux qui votent pour la première fois sont accueillis avec des applaudissements. On le dit tout haut que c'est un premier ou une première votante. Et tout le personnel applaudit, acclame pour cette personne qui fait pour la première fois son devoir citoyen. D'ailleurs, j'ai rencontré une jeune dame d'origine vénézuélienne, Maria Antoinette, qui a voté ce matin pour la toute première fois et elle a bien voulu partager avec moi ce qu'elle a ressenti après ce vote. Je vous propose de l'écouter. Je voulais le faire en personne, même si je le fais tôt parce que je ne suis pas sûre d'être là le jour de l'élection. J'aurais pu le faire par courrier, mais je voulais le faire en personne pour en faire l'expérience et je suis aussi venue avec quelques-uns de mes amis pour que ça ne soit pas seulement une expérience individuelle. C'était une expérience très intéressante pour moi. Le vote est très important parce que je viens du Venezuela et que ce n'est pas quelque chose que nous avons toujours eu le droit de faire. Et lorsque nous avons été autorisés à le faire, il y a toujours eu beaucoup de fraude. Dans ces élections et dans le système américain, il n'y a pas ce genre de fraude. Donc le fait de pouvoir voter dans des élections légitimes signifiait beaucoup pour moi. C'est pourquoi il est important que dès que j'ai pu voter, j'aille voter. J'ai voté au 1er de juin et maintenant c'est la première fois que je votais aux élections générales. Il y a beaucoup de sujets que je trouve importants, mais il est évident que tout président devrait se préoccuper des choses qui intéressent tout le monde dans le pays, y compris bien sûr l'économie, mais aussi les jeunes. Les personnes de couleur, les membres de la communauté LGBTQ et les communautés marginalisées, etc. Ce sont des choses qui m'intéressent particulièrement et puis évidemment, parce que je suis une citoyenne naturalisée, je suis aussi particulièrement concernée par la stigmatisation des communautés d'immigrés, en particulier au cours de l'année dernière. C'est donc un sujet qui m'intéresse lorsque je vote aujourd'hui. Voilà le témoignage d'Antonietta, nouvelle citoyenne américaine qui votait pour la toute première fois ce matin. À la question de savoir pourquoi les gens préfèrent le vote anticipé plutôt que d'attendre le jour de l'élection pour voter. Alors, ceux à qui j'ai pu parler ce matin, pour certains, ils craignent qu'il y ait des échauffourées le jour du vote. Donc, pour leur sécurité, ils ont préféré le vote anticipé. Voilà ce que je peux partager avec vous sur ce vote anticipé, Jacques. Alexandrine Rolognon, vous étiez en direct de la bibliothèque du mémorial Martin Luther King à Washington, D.C. Merci beaucoup. Merci. L'ancien président Donald Trump, troisième fois candidat à la présidentielle américaine, a été qualifié de fasciste et décrit comme inapte à servir par plusieurs de ses anciens collaborateurs. J.D. Vance, le colistier du républicain Trump, a rejeté toutes ces accusations hier. La campagne présidentielle démocrate diffuse des publicités sur cette controverse dans les États pivots. C'est un sujet de Veronica Balderas-Iglesias de la VOA. Le récit est de Lionel Gaïma. John Kelly a été le chef de cabinet de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche de 2017 à 2019. Dans une récente interview accordée au New York Times, le général 4 étoiles de marine à la retraite s'est vu demander si Trump était fasciste et a répondu en le citant ici. C'est certainement un autoritaire. Il admire les dictateurs, c'est ce qu'il a dit. Il répond donc à la définition générale du fascisme, c'est certain. Trump a réagi à ces accusations sur sa plateforme Truth Social Media en écrivant notamment que, je cite, « John Kelly est un low-life, un mauvais général dont je n'ai plus sollicité les conseils à la Maison-Blanche et je lui ai dit de passer à autre chose. » Dimanche, le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a commenté les remarques de Kelly et de l'ancien chef d'état-major interarmé, Mark Milley, selon lesquelles Trump est un fasciste. Les personnes qui ont travaillé le plus étroitement avec lui, la plupart d'entre elles soutiennent ce ticket. Je pense que Mark Milley et John Kelly sont tous deux d'anciens employés mécontents. 13 anciens collaborateurs de Trump ont toutefois publié une lettre ouverte vendredi soutenant les remarques de John Kelly et avertissant que le candidat républicain à la présidence est inapte à servir. Le sénateur républicain Lindsey Graham n'est pas du tout d'accord.
Je l'ai côtoyé, je ne pense pas qu'il soit un fasciste. Je pense qu'il a été un président très fort à un moment où nous avions besoin d'un président fort. Je pense qu'il sera un président fort pour remettre ce pays sur les rails. L'équipe de campagne démocrate de la candidate Kamala Harris a ciblé les électeurs des États pivots en diffusant une publicité qui reprend les propos de John Kelly. Harris elle-même n'a pas hésité à exprimer des préoccupations similaires. Donald Trump est de plus en plus déséquilibré et peu subtil. Dans un second mandat, des personnes comme John Kelly ne seraient pas là pour servir de garde-fou contre ses propensions et ses actions. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui soutient la candidature de Harris à la Maison-Blanche, a été interrogé dimanche dans l'émission Meet the Press de la chaîne NBC pour savoir s'il pensait que Trump était un fasciste. Je n'aime pas utiliser ces mots, mais il est clair qu'il a une forte tendance à l'autoritarisme et à saper la démocratie américaine. La controverse survient alors que les deux candidats à la présidence se préparent à conclure leur campagne. Trump fera campagne dans les États décisifs plus tard dans la semaine, après un rassemblement ce dimanche au Madison Square Garden de New York. Harris doit se rendre aussi dans tous les États clés au cours des prochains jours. Mardi, elle prononcera une plaidoirie devant les électeurs près du National Mall de Washington, D.C. Certains Américains d'origine somalienne vivant en Somalie suivent de près les élections américaines avec les yeux rivés sur la politique étrangère des candidats et les investissements en Afrique, tout en participant au vote par correspondance. Le reporter Abdulkadir Azouber s'est entretenu avec deux d'entre eux dans la capitale Mogadiscio. Son reportage est relaté par Rosine Mounezero. Mohamed Daï Farah dirige la Somali American Network Association, SANA, une organisation qui favorise les liens entre les Américains d'origine somalienne et la Somalie. Il a quitté les États-Unis il y a 10 ans pour retourner en Somalie, mais il reste impliqué dans la politique américaine, se tenant informé des débats politiques en cours dans le pays. J'ai voté par correspondance. Nous avons utilisé un site web appelé FPCA. Vous remplissez un formulaire, vous le signez et il y a une adresse à laquelle vous l'envoyez et vous êtes prêt à partir. C'est l'instruction et les directives que nous avons reçues des ambassades américaines en Somalie et au Kenya. Je l'ai fait il y a un mois et je crois que tout est prêt pour moi. Selon M. Farah, la Somalie a été confrontée à des défis en raison des changements intervenus dans la politique étrangère des États-Unis en matière d'aide à la sécurité. S'appuyant sur son expérience en tant qu'Américain d'origine somalienne et sur son rôle au sein de sa communauté, il dit craindre qu'une nouvelle administration ne continue pas à soutenir les efforts de la Somalie en matière de lutte contre le terrorisme. La politique étrangère en termes de sécurité, une expérience que j'ai eue pendant mon séjour en Afrique ou en Somalie en tant qu'Américain et aussi en tant que président de la Somali American Association. C'est la façon dont le gouvernement somalien a souffert lorsque le soutien à la sécurité a été réduit par le gouvernement américain. Je me souviens que c'était pendant le mandat de l'ancien président Trump. Farah a déclaré qu'environ 4000 Américains d'origine somalienne vivent actuellement dans diverses régions de la Somalie et que nombre d'entre eux sont propriétaires d'entreprises, consultant auprès du gouvernement fédéral et employés d'organisations internationales. Parmi eux, Mohamed Aden Dini, militant des droits de l'homme et membre du Parlement somalien basé à Mogadiscio. Selon lui, l'un des principaux enjeux de cette élection pour les expatriés en Afrique est la nécessité pour les États-Unis de maintenir leurs investissements en Afrique et de renforcer leurs relations avec les nations africaines. Les Africains s'attendent à ce que les États-Unis fassent beaucoup d'investissements. Donc, quand vous parlez à la base et aussi aux Américains qui sont d'origine africaine, ils veulent aussi voir les États-Unis investir davantage dans le continent africain. Lors d'une récente interview accordée à VOA à Mogadiscio, l'ambassadeur des États-Unis en Somalie, Richard Riley, a déclaré que les États-Unis étaient le principal donateur et partenaire de la Somalie en matière de sécurité,
fournissant des dizaines de milliards de dollars au fil des ans sous forme de personnel, d'équipement et de financement. Il a salué la contribution des Américains d'origine somalienne aux États-Unis, ainsi que ceux qui sont retournés en Somalie pour reconstruire leur pays. Beaucoup sont revenus aider à construire la nation. Nous sommes donc ravis qu'ils soient ici en Somalie, qu'ils participent. Je dirais donc qu'il faut garder l'espoir. C'est très important et c'est réel. Bien qu'ils soient à des milliers de kilomètres, les expatriés américains d'origine somalienne jouent également un rôle dans la croissance et la stabilité de la Somalie, en jetant un pont entre les deux mondes et façonner l'avenir. La vie du candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, est une histoire typique de jeune garçon de petite ville qui réussit. Il a grandi dans les Appalaches, a fréquenté une université de l'Ivy League et pourrait finir par être élu comme l'un des plus jeunes vice-présidents de l'histoire américaine. Caroline Presutti de la VOA nous dresse son portrait. Récit Gabi Dorsil. Ce n'est pas là qu'il est né, mais c'est ici que J.D. Vance s'appelle chez lui, Jackson, Kentucky. Quand j'ai demandé ma femme en mariage, je lui ai dit « Chérie, je viens avec 120 000 $ des dettes de l'école de droit et une concession funéraire sur une montagne dans l'est du Kentucky. » Le shérif du comté de Breathitt, John Holland, nous amène sur un chemin de terre poussiéreux et se gare sur une petite colline. La grand-mère de Vance était connue sous le nom de Mamao. Il venait toujours ici avec Mamao. Elle l'a mené dans les montagnes pour lui montrer ce qu'était la vie à la montagne. Et apparemment, il a aimé ça. Vance est né ici à Middletown, dans l'Ohio, et a été principalement élevé par sa Mamao stricte qui jurait souvent et gardait 19 pistolets chargés dans la maison. Avec le nom de son beau-père, J.D. Hamel a remporté sa première élection. Ironiquement, en tant que vice-président de sa classe du lycée de Middletown. Il a servi dans les Marines, puis a obtenu son diplôme summa cum laude de l'Université d'État de l'Ohio. Ensuite, à Yale, où Vance a rencontré Usha Chilukuri, une autre étudiante en droit qui deviendra sa femme. Son ami James Simers les connaissait tous les deux. Je pense qu'elle a pu aider J.D. à décider de ce qu'il voulait faire, à façonner son chemin futur après la faculté de droit. Vance s'est fait connaître au niveau national grâce à son best-seller de 2016, devenu film, Hillbilly Elegy, sur l'Amérique ouvrière. Il met en vedette Glenn Close dans le rôle d'une Mamao franche face à un jeune J.D. Avec le soutien de l'ancien président Donald Trump, J.D. Vance, le garçon de l'Ohio qui aime le Kentucky, a été élu sénateur de l'Ohio. Et à peine 2 ans plus tard, Trump a choisi Vance comme colistier. Mais il a eu un départ difficile, ayant auparavant qualifié Trump de répréhensible et ayant affirmé être un gars jamais Trump. I'm a never Trump guy. I never liked him. Non, je pense qu'il y a eu de sérieux problèmes en 2020. Alors, Donald Trump a-t-il perdu l'élection? Pas avec les mots que j'utiliserai. Vance est dur envers la Chine et l'Asie de l'Est, s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine et, en réponse à une question sur le conflit Israël-Hamas, Kamala Harris d'un côté dit qu'elle se soucie vraiment des victimes civiles. Pourtant, elle refuse de donner à Israël les armes qui lui permettent de minimiser les victimes civiles. Middletown est le fief de Donald Trump. On y retrouve Steve Dillman qui a offert à J.D. Vance son premier emploi à l'âge de 16 ans. Je suis très fier de ce qu'il a accompli et d'en avoir fait partie me fait du bien. C'est un homme qui vient de McKinley Street et maintenant il pourrait potentiellement devenir vice-président des États-Unis. S'il est élu, J.D. Vance, à 40 ans, serait le 3e vice-président le plus jeune de l'histoire des États-Unis. Voilà pour la première partie de votre journal. Mais s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. D'autres sujets encore à suivre, dont l'actualité africaine. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des Full B braque ses projecteurs sous les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 et vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci à vous d'être toujours avec nous. Les djihadistes de Boko Haram ont mené la nuit dernière une attaque dans la région du lac Tchad, à la frontière du Nigeria. Ils ont tué une quarantaine de militaires tchadiens. L'assaut perpétré sur une base de l'armée située à Barkaram a entraîné une contre-offensive des forces de Djamena. Selon un communiqué publié ce lundi par son bureau, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu sur place tôt dans la matinée et a donné le coup d'envoi de l'opération Askanit pour poursuivre et traquer les assaillants jusque dans leur dernier retranchement. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye déclare que les prochaines élections législatives seront libres et transparentes. Il a appelé vendredi les acteurs politiques à se garder de toute dérive. Les Sénégalais éliront une nouvelle assemblée le dimanche 17 novembre, 8 mois après la présidentielle qui a vu la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour avec 54% des voix. La campagne a débuté samedi à minuit. Israël a mené ce lundi des frappes meurtrières au Liban et sur la bande de Gaza, où la guerre se poursuit sur deux fronts contre le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a proposé une trêve de 2 jours dans le territoire palestinien. Ni Israël ni le Hamas n'ont commenté cette proposition. De son côté, l'Iran a menacé de conséquences inimaginables après les frappes menées samedi en territoire iranien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour sa part affirmé que l'Iran cherchait à fabriquer des stocks de bombes nucléaires pour détruire Israël. Quant au président sud-africain Cyril Ramaphosa, il indique que son pays a déposé devant la Cour internationale de justice ce qu'il appelle un dossier de preuve du génocide commis par Israël à Gaza, des accusations qu'Israël réfute catégoriquement. Au Gabon, le parc animalier d'Ali Bongo, désormais ouvert au public, jadis domaine privé du président déchu, ce site a été réquisitionné par les autorités de la transition. Le gouvernement ambitionne d'en faire une destination touristique et un sanctuaire de protection des espèces rares ou en voie d'extinction. Il abrite entre autres tigres, panthères, pumas, guépards et lions. Des félins au programme des visites originales, en famille notamment. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzé. Le parc animalier de Libreville attire de plus en plus du beau monde. Pour prévenir tout risque de danger, un agent de sécurité posté à l'entrée du site se charge du rappel des consignes à respecter. Car derrière cet imposant portail métallique, c'est le face-à-face entre les visiteurs et les félins qui gambadent dans des enclos. C'est impressionnant et on réalise que vraiment cet animal-là, en face de nous, on n'a aucune chance. C'est la première fois que j'ai à avoir un contact avec des animaux aussi près. Voilà, la plupart du temps c'est derrière des écrans, le téléphone, mais là franchement c'est une très belle expérience. Assurer la protection des animaux en cage, celle du personnel et des visiteurs, c'est l'une des routines quotidiennes de Moulongi. Il est agent de sécurité au parc animalier de Libreville. Nous devons d'abord nous-mêmes personnellement avoir un calme absolu pour rassurer la clientèle qui arrive, et ensuite de venir voir les animaux qui sont ici, voilà, que nous maîtrisons aussi également, mais sans oublier aussi qu'il reste des félins. Oui, c'est vraiment des félins auxquels nous rassurons vraiment la population. Pour Steve, chef animalier adjoint du parc, être au contact des félins exige du public beaucoup de sang-froid. Les animaux, ils ont cette capacité à lire le comportement de qui a peur, qui n'a pas peur. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ils doivent être sereins et puis faire leur visite et écouter surtout le guide. L'agressivité peut venir du simple fait que tu t'y prends peut-être à un moment où l'animal n'a pas mangé, il est en jeûne de diète, il y a le soleil,
tu veux abuser de son autorité, parce que les animaux, ils ont leur espace et il faut respecter l'espace que l'animal t'offre. D'enclos en enclos, sur cette étendue de terrain d'environ une dizaine d'hectares, les familles découvrent les caractéristiques de chaque animal et en apprennent sur les projets à venir de ce qu'il est convenu d'appeler le zoo de Libreville. Nous allons déjà finaliser la volière, donc acquérir des animaux, des flamants roses, des perroquets. Nous avons des tigres dorés, appelés aussi des tigres golden. C'est une espèce de tigre très rare car c'est un mélange génétiquement modifié. Le projet est titanesque. En attendant l'accompagnement du gouvernement et probablement celui des partenaires extérieurs, le zoo de Libreville s'autofinance. Il applique des tarifs d'entrée compris entre 500 et 2000 francs CFA pour enfants et adultes. Ismaël Obianze pour BO Afrique, Libreville. Ouverte mercredi dernier dans la ville commerciale du Nigeria, la semaine de la mode de Lagos a pris fin hier. L'événement, qui a vu le jour en 2011, a réuni des créateurs de mode nigérians, mais aussi d'autres pays du continent africain et d'ailleurs dans le monde. Ils ont présenté des styles classiques et créatifs pour le plus grand plaisir des amateurs de mode et des participants à cette Fashion Week. Sa fondatrice, Omoyemi Akerele, a dit considérer le rôle de cet événement au sein de l'écosystème comme celui d'un catalyseur. Pour nous, la communauté est le point de départ du processus créatif et nous pensons que la chaîne de valeur de l'habillement et de l'agroalimentaire fonctionne efficacement et qu'elle contribue de manière significative à de nombreuses choses comme le développement socio-économique en termes de création d'emplois et de richesses, a ajouté cette femme de 46 ans. Anita Akide-Tacha, mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux, âgée de 18 ans, confie ceci: « J'aime le fait que tout le monde soit venu dans son propre élément et dans son propre style, car la mode est très vaste et ne peut jamais être réduite. Donc j'aime le fait que nous puissions voir différents modèles de différentes personnes, différentes coiffures, différentes tenues. Tout a reçu une note de 11 sur 10, sans rien en moins. » Quant à une créatrice de mode de 28 ans venue soutenir l'un de ses amis, elle dit ceci: « C'est agréable de voir des choses fraîches sur les podiums. Il y a beaucoup d'innovation et de créativité. C'est agréable de voir ce à quoi les gens ont travaillé et mis leur énergie. C'est donc agréable de voir et de soutenir et de voir ce qui est nouveau et ce qui est frais. » Merveilleux. Point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Nouveau rendez-vous dès demain. Jacques Aristide ici à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci.